Nathalie Colas, bonjour, bienvenue en France, bienvenue à Rocamadour, chers compatriotes. C'est assez particulier de rencontrer une auteure belge ici à Rocamadour, dans le pays de l'abondance. Vous survivez à la table de Rocamadour? Hier j'ai mangé un bon cassoulet, je m'en remets encore. Ça lance un petit vent frais. Oui, tout à fait, oui. Alors, on sait, lorsqu'on lit la 4e de couverture de l'un de ses livres, on sait parfaitement que Nathalie Colas est belge, parce qu'elle annonce son métier, et elle est logopède. Tu connais pas le logopède? Qui se dit orthophoniste en France. Mais chez vous, c'est toujours un peu compliqué, non? Voilà. Ou logique. Non, il faut être prudent parce que nous sommes quand même dans le pays qui a inventé la guillotine. Exact. Alors, c'est votre métier et vous avez écrit un livre qui est un petit peu un résumé de tous les cas que vous pouvez trouver dans votre profession. Alors, pas exactement dans ma profession, mais c'est plutôt en fait pour moi le reflet d'une des causes du manque d'empathie dans la société actuelle, de l'individualisme, de la compétitivité. Et donc, en fait, c'est le fruit d'une réflexion que j'ai eue en fait à propos des missions que moi je peux me donner en tant que logopède orthophoniste, mais aussi les missions que l'on se donne en tant qu'enseignant, et finalement les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la curiosité intrinsèque des enfants, sur le fait que pour moi elle l'altère fortement, et sur la liberté d'expression, sur la créativité aussi des enfants. Pourtant, le défaut de prononciation est considéré comme un handicap, surtout pour les enfants. On sait qu'ils sont très moqueurs entre eux et parfois très méchants. Mais en fait, l'être humain est foncièrement bon à la base, et je pense que c'est vraiment la façon dont on éduque l'enfant et tout ce qu'on lui transmet. Et c'est vraiment, je pense qu'il faut faire très attention à nos attitudes, à nos gestes, à nos regards quand on s'adresse à un enfant, parce qu'on ne s'imagine pas toute la violence qu'il peut y avoir derrière, qu'il y a derrière. Et il faut aussi pas oublier que l'empathie chez l'être humain se construit en fonction de ses expériences, de l'environnement dans lequel il évolue. Et si nous voulons une société meilleure, parce que je pense que c'est ce que nous voulons tous pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour la vie, pour la société en général, il faut vraiment porter un regard critique sur la façon dont nous nous comportons envers les enfants. Et ça commence véritablement pour moi à l'école. Et il faut vraiment être conscient des conséquences que tout ça a sur le développement empathique de l'enfant. Et du coup, sur le développement cognitif de l'enfant. Parce que dès que l'enfant est soumis au stress, eh bien, ça a des conséquences sur ses apprentissages, sur ses capacités de mémoire. Et donc, bien sûr, il y a la logopédie, l'orthophonie, les méthodes pédagogiques sont là pour aider les enfants à développer, bien sûr, un potentiel. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense vraiment qu'on ne doit pas oublier que l'amour et que l'être humain se construit aussi énormément dans l'amour, et c'est pas parce que on est des professionnels de l'éducation, des professionnels du langage, qu'on doit oublier tout ce que l'amour peut déjà apporter en soi et comment c'est porteur en fait pour le développement intellectuel de l'être humain. Si vous parlez de l'amour, du comportement vis-à-vis des enfants, on songe évidemment à l'éducation des parents, mais pas que, puisque les parents sont pris dans un cercle infernal qui est le cercle que leur offre la société. Est-ce que ce sont vraiment les parents qui sont responsables de la formation finale de l'enfant, ou est-ce que toute la société, on parle de logopédie, toute la société n'est pas quelque part, fait partie de l'ensemble du maillon? Tout le monde en fait fait partie de ce maillon, et chacun est un maillon. Et je pense vraiment que, bien sûr, en fait, la construction de l'empathie ne s'arrête pas à 8h30 quand on dépose l'enfant et on se dit, bah voilà, maintenant l'empathie, ça c'est pour la maison, et maintenant il va apprendre à se construire intellectuellement. Et pareil dans l'autre sens, il faut pas se dire que, voilà, à la maison, le cognitif, l'intellectuel s'arrête. En fait, chacun est responsable et tout le monde doit être responsable de ce qu'on fait avec les enfants, de la façon dont on les considère. Nathalie, je vais devoir vous interrompre puisque nous sommes en direct au Salon du Livre de Rocamadour et je crois que les organisateurs vont remettre un prix. Moi, je vous propose de reprendre l'interview après la remise des prix et des cérémonies, et puis on vous attend pour continuer cette interview. Avec plaisir.
Nous allons remettre les prix aux joyeux lauréats ou lauréates. Je vous entends dire que quand je serai grande, je perdrai le sourire. J'essaye d'y croire. Quel métier vais-je faire ? La culture fait partie de notre vie. C'est la vie de tous les jours. La culture, c'est aussi c'est la littérature, mais ce sont aussi les arts, les sciences, les modes de vie, les traditions, les systèmes de valeurs, les lois et les croyances. On peut transmettre aux autres, et notamment transmettre aux jeunes. Et je trouve que le métier d'enseignant est un des plus beaux métiers qui soit au monde. Petite interruption, puisque nous laissions place aux officiels, c'est normal, salon de livres, c'est un peu le lot du direct. Alors Nathalie Cotta, nous avions parlé de la logopédie, et notre ami français va me corriger et va dire... Une orthophoniste. Orthophoniste. Tout à l'heure, vous aviez souligné tous les deux, avec énormément d'intérêt, le rôle de langage auprès des enfants. Je me suis posé la question pendant que vous parliez du langage auprès des enfants, mais ce problème ou cette solution n'est pas nécessairement orientée enfant. Il y a des adultes qui peuvent subir de graves problèmes au langage, soit suite à un AVC, suite à un accident, suite à d'autres phénomènes, et ils se retrouvent en retrait de la société, parce qu'une société, me semble-t-il, sans parole, est difficile à vivre. C'est marrant que vous parlez de ça, parce qu'avec mon mari, on a accueilli en fait sa grand-mère, qui a fait un AVC justement en décembre 2016, et on l'avait, en tout cas les professionnels l'avaient très vite condamné à vivre uniquement en maison de repos, après seulement 3 mois de rééducation. Et mon mari et moi, on n'y a jamais cru en fait, et effectivement, on l'a accueilli, on a décidé de vivre ensemble à 3, et alors que je suis logopède, orthophoniste, et je sais que voilà, on peut mettre en place des séances de rééducation comme elle a eu en centre de revalidation, il n'y a rien qui est comparable à l'amour que l'on peut donner à quelqu'un, parce que maintenant qu'elle vit avec nous, elle a récupéré à une vitesse folle, parce que elle se sent entourée, elle se sent aimée, elle se sent écoutée, elle est parmi les siens, et on lui laisse le temps, et on lui fait confiance. Elle se sent Inclus, tout à fait, et pas exclue justement de la société, parce que elle a des difficultés d'expression, de compréhension et d'audition, parce que l'AVC a fait baisser aussi l'audition. Et donc, effectivement, je pense que peu importe la structure dans laquelle un être humain évolue, et peu importe la mission qu'on a pour cet être humain-là, même si c'est pour son bien-être, il faut qu'il y ait de l'amour, de la bienveillance, de la compréhension. Et ça, c'est vraiment la base de tout. Et sur cette base-là, on peut construire tout ce qu'on veut. Et un être humain peut devenir tout ce qu'il veut. Mais amour, c'est un mot extraordinaire. Et je vous rejoins tout à fait sur ce mot qui englobe énormément de choses. Mais aujourd'hui, il n'est pas évident à construire cet amour. On est dans une société qui est dure, c'est-à-dire que les parents sont pris par leur travail, sont pris par les demandes d'une société efficiente. Où peut-on retrouver cet amour? Comment peut-on le construire sans se détruire soi-même vis-à-vis du regard de la société? Et là, vous parlez de la parole, moi je parle de regard, jeu de mots évidemment. Comment peut-on trouver sa place, son équilibre? D'autant que quand on a affaire à des personnes qui ont des problèmes de langage, on est un peu partagé entre, si c'est un enfant par exemple, entre l'efficience qu'on demande aux parents dans le travail et retrouver ce problème quand ils rentrent chez eux le soir avec leurs enfants. Oui, c'est ça. Mais tout à fait. Mais maintenant, c'est vrai que et c'est normal qu'on se pose 1500 questions à la seconde quand on est en face, quand on parle en tout cas de la question du développement d'un être humain. Maintenant, pour donner un petit exemple, en fait, j'ai travaillé avec notamment une classe d'enfants malentendants et dysphasiques, donc ayant des gros problèmes de langage. Ouais. Et ces enfants-là, en fait, de 10-11 ans, sont habitués à lire parce que les thérapeutes ont dit que c'était pour leur bien et c'était leur niveau de lecture, de lire des phrases du genre « Martin va acheter 3 pommes au marché ». Ok, super. Et toute la journée, c'est ça. Et j'avais proposé à un moment donné des ateliers où j'ai lu des histoires de Jack Canfield, Chicken Soup for the Soul, qui est un best-seller en fait,
Et donc en fait, si vous voulez, il a regroupé cet éditeur-là plein d'histoires d'enfants qui ont écrit sur l'amour, l'argent, la famille, la pauvreté, l'amitié. Et ce sont des histoires vraies. Et je lisais chaque fois que j'allais en classe avec ces enfants, je leur lisais une petite histoire. Et un jour, il y a un enfant donc de 10 ans qui est donc malentendant et dysphasique avec un problème de bilinguisme. On va juste expliquer le terme dysphasique parce que nous nous adressons à tout auditeur. C'est vrai. Oui. La dysphasie, c'est un trouble grave et durable du développement du langage oral. Donc, ce sont des enfants, en fait, qui développent plus tardivement toutes les étapes du langage oral. Et donc, ça va avoir des répercussions sur le langage écrit, forcément, mais aussi sur le langage mathématique, parce que à l'heure actuelle, on enseigne beaucoup les mathématiques via le langage oral. Or, c'est deux choses qu'on pourrait vraiment dissocier. La pensée mathématique peut se faire en dehors du langage. Bien sûr, le langage va aussi enrichir la pensée mathématique. Mais voilà. Mais du coup, ces enfants-là, en fait, ont d'énormes problèmes de compréhension et d'expression de leur pensée. Et donc, forcément, la pensée, parfois est un peu appauvrie. Mais donc, il faut effectivement des séances pour les aider à développer tout ça. Et cet enfant-là, donc de 10 ou 11 ans, qui était donc malentendant, dysphasique et avec un bilinguisme mal installé, un jour est venu me voir en disant « Regarde Nathalie, regarde, il avait acheté le livre dont on a fait un film, le titre original c'est Lion, c'est un enfant pakistanais ou indien qui a perdu sa famille dans le train en Inde et qui a mis 25 ans avant de retrouver ses parents. Et il avait acheté ce livre-là, il me dit regarde chez Carrefour, j'ai acheté ça et donc c'est un livre sans images, sans rien, qui fait 300 pages. Et je me suis dit mais c'est fantastique parce que cet enfant-là a compris le but de la lecture. C'est pas de comprendre que Martin a acheté 3 pommes au village dont tout le monde se fiche. Franchement, ça n'a aucun intérêt, ça ne nourrit pas. Mais par contre là, il avait compris que la lecture, ça permet de ressentir des émotions, de comprendre la vie, de comprendre des choses sur soi-même. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et j'en ai parlé à sa titulaire qui m'avait dit à l'époque, c'est bien, mais enfin, c'est pas trop ce qu'on vise maintenant. Donc, puis voilà, elle a laissé tomber, ce qui était dommage. Mais cet enfant venait souvent me dire, mais tiens, là, je suis là, il m'expliquait où il en était, il me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas bien. Et c'était génial, c'est vraiment un échange, quoi. Alors, votre livre est l'un de vos livres, puisque vous en présentez 2 ici, est un manifeste, mais on va profiter de votre présence pour des parents. À partir de quand peut-on décider ou se rendre compte, et comment se rendre compte, à partir de quel âge, qu'un enfant risque d'avoir des problèmes de langage? Ça se détecte très tôt? Donc en fait, pour revenir sur la question, c'est une question très complexe. Merci de l'avoir posée. Donc en fait déjà, je pense qu'il faut, dans ma vision des choses, l'école en fait, par sa structure, par son fonctionnement, crée davantage de difficultés qu'il n'en existe. Je pense déjà. Maintenant, dans la structure qu'on connaît traditionnelle, il est vrai que les enfants donc vont développer ce qu'on appelle des troubles d'apprentissage ou des troubles du langage. Et votre question, c'était de savoir comment peut-on le détecter et à partir de quel âge? Avant que l'enfant aille à l'école, on peut déjà détecter quelques problèmes? Alors maintenant, ça se fait de plus en plus tôt. Donc, c'est-à-dire que vous avez la dyslexie. Maintenant, il y a déjà des tests qui s'établissent en maternelle, avec toutes des questions qui incluent aussi le sport, est-il doué ou pas, enfin bon, ce genre de choses. La dysphasie, là, c'est des étapes d'acquisition plus tardives du langage oral. Donc, forcément, là, ça peut se repérer plus tôt. Mais si vous prenez par exemple l'hyperactivité, avant il fallait attendre l'âge de 6 ans. Et la médication aussi arrivait à partir de 6 ans. Mais ça c'était avec le DSM-4, c'est-à-dire qui est DSM-4. le gros livre qui est rédigé par toute une série de thérapeutes et de médecins, ce sont essentiellement des Américains. Et donc en fait c'est la base, la Bible en fait après pour tous les thérapeutes. Et donc en fait il fallait 3 symptômes pour pouvoir être diagnostiqué hyperactif. Dans le DSM-5, il nous en faut plus que 2. Ce qui veut dire que la liste des enfants qui vont diagnostiquer hyperactifs va s'allonger. Oui. Et donc je pense qu'il faut rester prudent. Et c'est ça en fait tout l'objet du livre aussi, c'est de se dire mais regardons notre enfant, écoutons-le, parce que lui sait exactement aussi ce qui est bon pour lui, il a des choses à nous dire et suivons ses aspirations. Il ne faut pas essayer de lui coller des aspirations et donc du coup nos exigences, il faut vraiment essayer de se dire ok, je te laisse la place d'être et de vivre et de respirer et apprends-moi toute ta richesse,
apprends-moi le monde avec ton regard pour que toi tu puisses apporter une plus-value au monde avec qui tu es. Alors, est-ce que justement on marche pas sur la tête parce que vous êtes en train de nous dire qu'on peut détecter le problème qu'ont les enfants grâce à l'amour de leurs parents, et quand ils s'en rendent compte, ils tombent dans un système, j'allais dire, médico-psychologique. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on aggrave le problème, en fait? Est-ce que simplement l'amour ne suffit pas? Mais c'est sûr que la surdité, bon, malgré tout l'amour que vous allez porter à votre enfant, si votre enfant est malentendant ou sourd, bien sûr, il est malentendant ou sourd. Et donc, c'est vrai que là, ce serait intéressant de l'y aider. Mais maintenant, toujours en le respectant, parce qu'il y a des enfants sourds et malentendants qui ne veulent pas entrer dans le monde oral. Parce que il y a une violence, ça les perturbe. Or, on les oblige à l'oralité. Maintenant, on appareille de plus en plus tôt les enfants avec des systèmes de plus en plus performants. Donc, la surdité, à moins d'avoir ce qu'on appelle une cophose, c'est-à-dire un seuil auditif équivalent au décollage d'un avion, ils sont tous appareillés et donc on les fait entrer très vite dans l'oralité. Mais c'est sûr que voilà, l'amour, en tout cas, est une base. De toute façon. Et c'est vrai qu'après, il y a le choc de l'école, mais il y a également, il n'y a pas que l'école traditionnelle aussi comme voie, il y a aussi toutes les voies alternatives, du unschooling, de la non-éducation, des écoles alternatives, à pédagogie alternative subventionnée, non subventionnée. Il y a vraiment plein de choses à découvrir, tout un monde de l'éducation, de la non-éducation à découvrir, et ça commence à faire son chemin. En France, chaque année, il y a des écoles dites démocratiques où la démocratie est appliquée pour que les enfants puissent vraiment avoir leur voix et pouvoir dire ce qu'ils pensent de leur école et pouvoir la changer et pouvoir la modeler comme ils le veulent. En Belgique, il y en a que 2 pour l'instant, mais en tout cas, ça fait son chemin. Et je pense vraiment qu'il faut de tout, parce qu'il n'y a pas une structure pour tout le monde. Il faut vraiment, et l'enfant n'a pas à s'adapter à une structure. Certainement pas, c'est là qu'on l'appauvrit. Je pense vraiment que l'enfant doit aller dans la structure qui lui convient. Et vous volez ma question parce que j'allais vous demander tout simplement, est-ce que quelque part les solutions ne sont pas adressées uniquement à des familles bobos, à des familles qui ont les moyens? Est-ce que, encore une fois, les structures étatiques sont prêtes à aider ces familles qui, d'après ce que vous venez de dire et d'après ma compréhension, vont devenir de plus en plus nombreuses? Alors, c'est vrai que c'est un peu l'idée de base qu'on en a, et c'est vrai qu'il y a énormément d'écoles privées qui coûtent cher, qui ont un Minerval vraiment dissuasif. Mais maintenant, il y a des écoles qui existent où le Minerval est de l'ordre de entre 200 et 350 euros par mois. Et quand on compte dans une école traditionnelle les sorties scolaires qui ne sont pas prises en charge par l'école, la cantine, la garderie, les stages durant les vacances d'été parce que l'école ferme à ce moment-là, eh bien on arrive, moi j'ai calculé pour mon neveu à peu près à 280 euros par mois. C'est un débat, avec la rentrée scolaire aussi. C'est un débat politique actuellement en Belgique. Mais c'est un débat politique qui est actuel en Belgique, mais qui revient à chaque période d'élection. Mais le gouvernement en place maintenant en Belgique, on a de la chance en fait, est en train d'écouter davantage, d'ouvrir le débat justement. Et il y a un réseau en Belgique qui permet de subventionner à moitié, enfin en partie, les écoles privées. Et donc on a une chance de faire baisser le Minerval et donc il y a vraiment un soutien. Je pense que maintenant en Belgique, on commence à obtenir un soutien de la part des politiques. Voilà, c'est une grande avancée. Il nous reste 1 minute 30, c'est beaucoup et pas assez. Alors, j'aimerais vous poser une question toute simple. Les parents confrontés à un problème qu'ils ne décèlent pas nécessairement immédiatement, quel est le recours? Comment peuvent-ils faire pour réagir devant un problème de leur enfant? J'ai un exemple tout simple, un enfant qui est malentendant, mais qui entend, donc qui donne l'impression d'entendre et qui est mal dans sa peau, donc est dans une situation presque violente par rapport à son malentendement. Les parents ne décèlent pas nécessairement tout de suite une pathologie. Que peuvent-ils faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qui peuvent-ils appeler? Quand un parent sent qu'il y a qu'il y a un décalage, que l'enfant ne semble pas je dirais en alerte aussi, parce que bon, la surdité, c'est le fait aussi d'avoir de ne pas être en alerte par rapport au bruit. Donc du coup, l'enfant s'expose lui-même à certains dangers. Mais maintenant, par rapport à la surdité, il y a des tests qui se font dès la naissance. Mais maintenant,
les parents qui décèlent éventuellement des difficultés de comportement ou autres ou d'apprentissage chez leurs enfants, eh bien, vont consulter tout simplement une logopède, une orthophoniste. Et là, il y a des tests qui se font maintenant de plus en plus jeunes. Donc, mais juste restons vigilants à ne pas cataloguer directement un enfant et à lui laisser toutes ses chances de développement, parce qu'Albert Einstein a été qualifié d'enfant benet et a parlé très tardivement. Tout à fait. Eh bien, en vous remerciant beaucoup de votre présence. On va rappeler, Nathalie Collat, que vous êtes ici au salon avec 2 livres. Jacques Hady aime l'école, qui est en auto-édition, et Envers et pour tous, l'évidence d'écrire. Chez Chloé Delis à partir de septembre 2018. D'accord. Merci beaucoup et bon salon à vous. Merci à vous. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais vous envoyer une invitation, puisque vous allez retourner à Bruxelles. Moi, je reviendrai aux environs du mois de novembre. Je vous propose une émission d'une demi-heure à peu près dans nos studios à Namur. Avec plaisir. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci à vous. Au revoir.